Pourquoi beaucoup de Marocains respectent-ils la file, le trottoir et le silence à l'étranger, puis recommencent-ils à tout négocier au Maroc? La réponse courte tient en une phrase. Ici, trop souvent, respecter la règle coûte plus cher que la contourner. Celui qui attend perd son tour. Celui qui laisse le trottoir libre perd sa place. Celui qui refuse de klaxonner reste bloqué derrière ceux qui le font. Et quand l'abus n'a presque jamais de conséquences, agir correctement ressemble moins à une règle commune qu'à un sacrifice personnel. Mais cette réponse soulève une question plus dérangeante. Comment un pays fabrique-t-il chaque jour un espace où le désordre devient le choix le plus rentable? Pour le comprendre, inutile de traverser tout le Maroc. Il suffit de regarder une seule rue pendant 24 heures. 6h30, le trottoir est encore vide. Une caisse en plastique apparaît devant une boutique. Elle ne pèse presque rien, mais elle transforme déjà une place publique en propriété privée. À 8h, un homme en gilet organise le stationnement. Il siffle, fait reculer une voiture, tend la main. Personne ne sait clairement s'il est autorisé, qui fixe le prix, ni ce qui arrivera au véhicule si le conducteur refuse. Le gilet ressemble à une institution. Le paiement ressemble à une obligation. La rue, elle, ne donne aucune réponse. À 9h, une voiture monte sur le trottoir. Une poussette descend sur la chaussée. À 10h, les tables d'un café ferment le passage. À 11h, quelqu'un coupe la file et gagne 5 minutes en les volant à tous les autres. Midi. Dans le bus, on entre avant de laisser descendre. Une jeune femme change de place pour éviter un homme qui insiste. Une moto utilise le trottoir comme raccourci. Une rampe reste bloquée parce que ce n'est que pour 2 minutes. Le soir, la fumée de l'un devient l'air de toute la salle. Un sac abandonné devient le travail d'un autre. Des gravats quittent un chantier et apparaissent sur un terrain. Après le match, un siège cassé sera payé par quelqu'un qui n'était même pas au stade. Puis vient le klaxon de minuit. Une personne gagne 3 secondes. 100 appartements perdent le silence. Ces gestes ne sont pas identiques. Le harcèlement n'est pas un mauvais stationnement. La conduite dangereuse n'est pas un papier jeté par terre. Mais ils possèdent la même mécanique. Prendre une part du bien commun et envoyer la facture aux autres. Leur passage, leur temps, leur air, leur sécurité, leur argent. Revenons à l'homme en gilet. Parce qu'il concentre tout le problème dans quelques mètres de chaussée. Il existe au moins 3 situations que nous mélangeons constamment. Première situation. Un stationnement officiellement réglementé avec une zone, un tarif, un reçu et une autorité responsable. Deuxième situation. Quelqu'un aide réellement un conducteur qui choisit librement de laisser un pourboire. Troisième situation. Un homme s'approprie la rue, invente le prix et transforme le refus en inquiétude. Dans ce troisième cas, il ne vend pas une place. La place ne lui appartient pas. Il vend la fin d'une menace qu'il contribue lui-même à créer. Paie, sinon qui sait ce qui peut arriver à ta voiture. Ce n'est pas un service public informel et sympathique, c'est la privatisation du domaine public par la pression. Le droit marocain permet aux communes de réglementer le stationnement payant. Et un cahier des charges adopté à Casablanca en 2025 décrit justement ce qui devrait rendre le service vérifiable. Une autorisation, une identité visible, une zone définie, un tarif affiché et l'interdiction de contraindre l'automobiliste. Autrement dit, le problème n'est pas l'absence totale de règles, c'est l'écart entre la règle écrite et la scène vécue. Dans la rue, le conducteur voit un gilet, pas un statut. Il entend un prix, pas un tarif. Il rencontre une personne, pas une institution capable de répondre. Alors il paie, non parce qu'il respecte une règle, mais parce qu'il évite un conflit. Et chaque paiement confirme que cette fausse règle fonctionne. Avant d'accuser la mentalité marocaine, séparons ce que l'on sait de ce que l'on suppose. En 2026, le Conseil économique, social et environnemental a interrogé 1012 personnes avec une marge d'erreur annoncée d'environ 3 points. 67% situaient les problèmes de civisme sur la voie publique et dans les espaces urbains. 61% citaient les transports collectifs et autant les services publics. Parmi les manifestations évoquées, 77% citaient la saleté, la pollution ou la dégradation. 74% la violence ou le manque de respect. 40% la conduite dangereuse. Ce sont des perceptions déclarées, pas des caméras posées dans toutes les rues. Et nous n'avons pas trouvé d'études représentatives qui suivent les mêmes personnes au Maroc puis à l'étranger. Il serait donc malhonnête de prétendre que la science a mesuré exactement la transformation racontée au début. Mais des expériences de terrain menées ailleurs montrent un mécanisme solide. Quand les signes de désordre deviennent visibles,
davantage de personnes transgressent une autre règle. Quand la norme est claire, observée et corrigée, le calcul change. Cela ne prouve pas combien ce mécanisme explique le Maroc. Cela suffit en revanche à tester une hypothèse plus utile que « nous sommes comme ça ». Et si le décor social entraînait une partie du comportement? Pour le stationnement, cette hypothèse a déjà été testée à Polanco, un quartier très fréquenté de Mexico. Avant la réforme, presque toutes les places étaient occupées. Les conducteurs tournaient longtemps, la rue servait de salle d'attente automobile et les intermédiaires informels prospéraient sur l'incertitude. Puis le programme Ecopark a installé des parcs-mètres, défini les zones, rendu le prix public et affecté une partie des recettes à l'espace local. Après 1 an, selon l'évaluation disponible, le temps moyen pour trouver une place était passé de 13 à 4 minutes. L'occupation de pointe de 98 à 80% et chaque place accueillait davantage de voitures dans la journée. La rotation était passée de 3,5 à 4,5. Le chiffre important n'est pas seulement 9 minutes gagnées. C'est ce qui a disparu de la transaction. Le conducteur n'avait plus à interpréter un gilet, négocier un prix ou deviner une menace. La place était libre ou occupée. Le tarif était celui de la zone. Le contrôle appartenait à une autorité identifiable. Polanco n'est pas Casablanca, et ses résultats ne se copient pas avec un parc-mètre acheté sur catalogue. Un dispositif mal surveillé peut simplement créer une nouvelle rente. Mais le principe répond exactement à notre rue. Sortir la place publique de la négociation personnelle. Un statut lisible, un prix public, un paiement traçable, une plainte possible, et un agent qui ne gagne rien à inventer sa propre règle. Reste l'objection classique. Le Marocain trouvera toujours un moyen. L'Irlande fournit une réponse intéressante, non parce que les Irlandais seraient parfaits, mais parce qu'un comportement très installé y a basculé rapidement. En mars 2004, l'Irlande interdit de fumer dans les lieux de travail fermés, pubs compris. Avant la loi, des observateurs voyaient quelqu'un fumer dans 98% des pubs visités. 8 à 9 mois plus tard, ce chiffre était tombé à 5%. Dans les restaurants, de 85 à 3%. Des inspections trouvaient plus de 94% d'établissements conformes. Et dans 40 pubs suivis, la concentration de particules fines avait chuté de près de 88%. Une culture de pub n'a pas disparu en une nuit. Les personnes n'ont pas changé de caractère. La situation, elle, a changé. Même limite pour tous, employeur clairement responsable, inspection, sanctions possibles, et surtout une règle assez visible pour que la majorité puisse s'attendre au même comportement des autres. C'est ce dernier point qui compte. Beaucoup de gens acceptent un effort commun quand ils pensent que les autres le feront aussi. Si respecter la file signifie seulement regarder 10 personnes passer devant vous, la règle s'effondre. Si la personne qui force la file est immédiatement renvoyée derrière, attendre redevient normal. La correction certaine agit souvent plus fort qu'une peine énorme mais improbable. Mais tout ne se règle pas avec un agent et une amende. Parfois, la rue elle-même fabrique le conflit. Prenons une traversée piétonne peinte sur une avenue rapide. Sur le panneau, le piéton est prioritaire. Dans la géométrie réelle, il doit parcourir 20 mètres sous la pression de voitures lancées. La règle parle doucement. La chaussée crie le contraire. Pontevedra, en Espagne, a choisi de modifier ce que la rue autorise physiquement. Circulation de transit réduite, vitesse basse, continuité piétonne, davantage d'espace pour marcher. La Commission européenne rapportait 0 mort sur la route entre 2011 et 2018 et indiquait que 4 enfants sur 5, âgés de 6 à 12 ans, allaient à l'école à pied sans être accompagnés. À Sant Antoni, à Barcelone, la transformation de certaines rues en super-îlots a réduit le trafic automobile jusqu'à 82% sur une rue observée, tandis que la fréquentation piétonne augmentait sur une autre. En Corée du Sud, le fait de faire payer le sac de déchets résiduels tout en facilitant le tri a contribué, sur une décennie, à réduire les déchets par personne et à faire fortement progresser le recyclage. 3 problèmes différents, un même choix. Ne pas demander chaque matin à des millions de personnes de résister héroïquement à un système mal conçu. Rétrécir la vitesse là où l'on traverse. Donner un passage continu aux piétons. Rendre le tri plus facile que l'abandon. Retirer physiquement au café, à la moto ou à la voiture la possibilité de dévorer tout le trottoir. Il serait confortable de conclure que tout vient de l'État. Ce serait faux. Celui qui jette son sac, harcèle une passagère ou casse un siège reste responsable de son geste.
Mais une institution ne peut pas réclamer le civisme comme une faveur tout en laissant le citoyen correct seul face à l'abus. Une règle crédible tient sur 5 pièces. Premièrement, une frontière visible. Ici on se gare, ici on marche, ici on attend. Deuxièmement, le bon geste doit être praticable. Une poubelle accessible, une file compréhensible, un bus qui permet de descendre, un trottoir réellement libre. Troisièmement, une responsabilité nommée. Qui intervient, dans quel délai et où contester. Quatrièmement, une correction prévisible. Pas une opération spectaculaire une fois par an, mais une réponse ordinaire. Cinquièmement, un résultat publié. Moins de blocages, moins de déchets, moins de bruit, moins d'accidents. Ou alors l'intervention n'a pas fonctionné. Sans ces 5 pièces, l'affiche « Soyons civiques » devient presque insultante. Elle demande au piéton d'être patient avec la voiture qui l'expulse. Elle demande à la personne dans la file de respecter un ordre que personne ne protège. Elle demande à la femme harcelée de changer de wagon. Puis elle appelle tout cela un problème de mentalité. La vraie question n'est donc pas « comment rendre tous les Marocains vertueux ?» Elle est beaucoup plus concrète. Comment faire en sorte que prendre la part des autres ne rapporte plus rien? Alors testons-le sur la rue du début. Pas avec une campagne nationale, pas avec 6 commissions, une rue, 90 jours et des résultats publics. Avant de toucher quoi que ce soit, on mesure pendant 2 semaines. Temps nécessaire pour trouver une place, voiture sur le trottoir, largeur réellement disponible piéton, file forcée, déchets collectés, niveau de bruit, vitesse des véhicules, incidents signalés et délai de réponse. Une rue comparable, laissée inchangée, sert de point de comparaison. Ensuite, chaque espace reçoit un statut impossible à confondre. Les places de stationnement sont tracées et numérotées. Le tarif, les horaires et l'identité de l'opérateur sont visibles sur place et en ligne. Aucun paiement en espèces à une personne non identifiée. Si quelqu'un exige de l'argent sous pression, un canal unique permet de signaler le lieu. L'intervention et son délai deviennent consultables. Le trottoir garde un corridor continu, assez large pour un fauteuil et une poussette. Les angles, les rampes et les passages reçoivent des obstacles physiques que l'on ne peut pas déplacer avec une caisse en plastique. Les terrasses obtiennent une limite dessinée. Dépasser cette limite déclenche la même procédure, quel que soit le commerce. À l'arrêt de bus et au service public, une file unique, visible, conduit vers le prochain guichet disponible. Monter avant la descente devient physiquement difficile grâce au marquage et à l'organisation des flux. Le personnel ne négocie pas avec celui qui force. Il le replace, calmement, derrière. Pour les déchets, les points de dépôt et les horaires sont lisibles. Le dépôt sauvage est photographié, retiré vite, puis suivi jusqu'au producteur quand c'est possible. Pour le bruit, on mesure d'abord les heures et les sources, on corrige la source répétée au lieu de demander à tout le quartier de supporter. Pour la vitesse, la chaussée est resserrée avant le passage piéton. La géométrie fait respecter la limite, même quand aucun agent ne regarde. Chaque semaine, un tableau public montre ce qui bouge et ce qui échoue. Combien de places réellement disponibles? Combien de trottoirs bloqués? Quel délai après un signalement? Combien de récidives? Combien cela coûte? Si une mesure déplace simplement le problème dans la rue voisine, on le publie aussi. Au bout de 90 jours, 3 options seulement. Étendre ce qui fonctionne, corriger ce qui déçoit, abandonner ce qui ne produit rien. Le pilote n'a pas besoin de promettre une nouvelle mentalité. Il doit démontrer que, dans cette rue, le comportement correct est devenu le choix le plus simple. Revenons maintenant à la même personne. À l'étranger, elle voit une file que personne ne coupe, un trottoir que personne ne vend, une place dont le prix est public et une règle qui survit même quand l'agent tourne le dos. Elle comprend le contrat en quelques secondes. Elle s'organise. Au Maroc, nous lui demandons trop souvent de deviner la règle, de négocier son application, de supporter celui qui la contourne, puis de croire qu'un slogan changera le résultat. Non, l'avion ne transforme pas notre ADN. Il dépose simplement la même personne dans un autre système de signaux, de services et de conséquences. Un pays ne devient pas organisé quand tous ses citoyens deviennent parfaits. Il le devient quand voler le temps, le passage, l'air ou la sécurité des autres cesse d'être facile, invisible et rentable. Ce jour-là, faire correctement ne demandera plus du courage. Ce sera simplement la manière normale de vivre ensemble.